Bonsoir à tous et à toutes, selon l'endroit duquel vous vous connectez ce soir. Au nom de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence sur le thème du diabète. Je m'appelle Anifa Kalai et je suis l'une des cofondatrices du réseau des femmes congolaises. Ma collègue Deli Chiabo, qui est aussi cofondatrice du réseau, facilitera la discussion lors de cette conférence. Le réseau des femmes congolaises est une organisation canadienne à but non lucratif qui a pour focus l'amélioration de la santé physique, mentale et sociale des femmes de la communauté congolaise au Canada et dans le monde. Le réseau organise donc des activités d'éducation sur la santé mentale, physique et sociale, mais aussi des actions pour soutenir l'épanouissement social des femmes de la communauté congolaise. La conférence d'aujourd'hui est organisée dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, qui est commémorée dans le monde le 14 novembre de chaque année. Le thème de la Journée mondiale du diabète de cette année était Éduquer pour protéger l'avenir. Il est très clair que l'éducation et l'information correcte et à jour en ce qui a trait au diabète est importante pour toute personne parce que le diabète peut toucher n'importe qui. La conférence d'aujourd'hui a donc pour objectif d'en savoir plus sur le diabète. Et pour pouvoir parler du diabète, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Jean-Robert Ngola Monzinga. Dr Ngola est un médecin de famille qui pratique la médecine au Canada depuis de nombreuses années. D'abord dans la province du Nouveau-Brunswick et maintenant dans la région de Trois-Rivières au Québec. Il pratique actuellement la médecine de famille et fait aussi les urgences médicales et la médecine hospitalière. Dr Ngola a des formations et des expériences variées, notamment comme médecin généraliste avec une formation en obstétrique en Afrique, des études en nutrition et santé publique en Europe et au Canada, il a fait des études spécialisées en médecine de famille. Le diabète et la prévention cardiovasculaire sont ses domaines d'intérêt principaux et Dr Ngola est un passionné d'enseignement. Donc, nous sommes très heureuses de pouvoir le recevoir aujourd'hui. Nous allons donc maintenant, sans plus tarder, commencer la conversation autour de ce thème si important. Mais avant de passer la parole à ma collègue Deli Chiabo pour la suite, je voudrais juste vous demander si vous vous joignez à cette conférence via Zoom, de garder vos micros fermés pendant la discussion. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou bien les poser à la fin de la discussion parce qu'il y aura un petit temps réservé pour les échanges et les questions. Je voudrais aussi ajouter, encore une fois, pour ceux qui se joignent via Zoom, que la conférence, comme vous l'avez remarqué, est enregistrée. Elle est aussi retransmise en direct sur la page Facebook du réseau, donc les questions peuvent être aussi posées via notre page Facebook. Je vais donc m'arrêter ici et passer la parole à Deli. Merci. Merci Anifa. Et comme tu l'as dit, docteur Jean-Robert Ngola est un passionné de l'enseignement. Alors, docteur, on aimerait que vous puissiez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'est le diabète? Bon, la question a toute son importance. Pourquoi toute son importance? Parce que nous assistons à une de grandes pandémies au travers le monde. Parce que récemment, il y a 4 jours, nous assistions à des journées internationales pour le diabète. On s'est rendu compte que le diabète occupe de plus en plus une place importante dans l'humanité. Quand je dis une place importante, on voit la qualité de vie des patients qui sont atteints, on voit le rôle économique du diabète, on voit la place du diabète dans les maladies cardiovasculaires, dans les ACV, dans les insuffisances rénales. Donc, il est impérieux pour qu'on puisse avoir des connaissances exactes vis-à-vis du diabète. À la question de savoir qu'est-ce que le diabète, je voudrais donner un symbolisme pour que tout notre public retienne quelque chose. Vous savez, l'être humain, pour qu'il puisse fonctionner tel que vous êtes là, nous tous, nous devons réfléchir, nous devons marcher, nous devons manger. Alors, nous sommes en permanence, nous devons produire de l'énergie. De l'énergie qui nous permet de voir, de fonctionner, de réfléchir. Alors, pour avoir cette énergie, le corps humain brûle un carburant. Et ce carburant, c'est le sucre qu'on appelle en jargon médical le glucose.
et la grande usine de glucose se trouve dans les cellules. Alors, tout ce que nous mangeons doit passer par le sang avec comme objectif produire de l'énergie. C'est ainsi que toute la nourriture, détruite par les enzymes, passe par le sang sous forme de cycle. Alors, le corps humain produit une hormone qu'on appelle insuline. Et l'insuline est produite principalement par les pancréas. Alors, l'insuline sert à faciliter le passage de sucre dans le sang vers l'usine, et l'usine qui est dans la cellule doit détruire, brûler le sucre pour nous produire de l'énergie et nous maintenir en vie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le diabète? Pour le diabète, dépendamment du type de diabète, on va revenir après, cette hormone fait défaut. Dans le diabète type 1, par exemple, le pancréas qui est censé produire l'hormone, les cellules bêta du pancréas sont détruites et l'insuline n'est pas produite. Comme l'insuline n'est pas produite, comme conséquence, les transporteurs au travers le sang vers les cellules n'existent pas, donc vous vivez un état de sucre ou d'hyperglycémie. J'insiste bien, il s'agit de l'état de sucre de façon chronique dans le sang parce que l'insuline fait défaut. Alors là, c'est la première circonstance. La deuxième circonstance, soit vous produisez l'insuline mais en petite quantité, alors vous n'arrivez pas à faire rentrer tous les sucres qui est dans votre sang, vous êtes quand même diabétique. Là, on va le voir dans le type 2 et dans d'autres types de diabète, c'est la qualité. L'insuline n'agit pas dans les maladies qui donnent une résistance à l'insuline. Comme conséquence, nous avons l'état d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire les sucres existent dans le sang de façon chronique. Donc, les diabétiques et ces riches qui a beaucoup d'argent, mais dont les enfants meurent de faim. Donc, il y a beaucoup de sucre, mais le sucre n'existe pas à l'endroit où ça doit être pour être détruite et nous produire de l'énergie. Mais ça reste dans les vaisseaux, dans le sang. Alors, cela va expliquer, comme on va voir à la longue, toute la symptomatologie, tous les symptômes du diabète et est à la base de toutes les complications. Donc, en termes clairs, le diabète est un état où vous avez les taux de sucre dans le sang de façon chronique et qui existe. On va revenir avec les valeurs après. Ok, merci docteur. Vous avez parlé de l'hyperglycémie qui n'est autre que l'augmentation du taux du sucre dans les sangs. Et il y a un dérèglement des cellules dans le pancréas qui est aussi un organe interne. Vous avez parlé de beaucoup de termes médicaux, mais c'est quoi? Quel est l'impact du diabète sur la qualité de vie? Quel est son impact? Bon, l'impact du diabète, elle est importante, raison pour laquelle nous insistions à ce que ça puisse être compris de tout le monde. Parce qu'on sait par exemple que vers les années 1980, au travers le monde, il y avait à peine 100 millions de personnes qui avaient le diabète. Et en Afrique, à l'époque, il y avait quelques millions de gens qui avaient le diabète. Actuellement, par exemple, d'après les dernières statistiques que nous venons d'avoir, il y a environ 24 millions de personnes vivant avec le diabète en Afrique. Et au travers le monde entier, on a franchi le seuil quasiment de 500 millions. Alors, l'impact, il est énorme. Du point de vue personnel, on sait que quelqu'un qui fait le diabète, qu'il a commencé dans la quarantaine, ce sont des gens dont l'espérance de vie est réduite. Ce sont des gens qui vont mourir de complications moins de 70 ans. Donc, le diabète peut vous imputer les années de vie. Et d'autre part, partant des complications de diabète, si nous allons de la tête aux pieds, le diabète, dans ces complications, va causer les troubles de vision, partant de la baisse de la vision jusqu'à la cécité. Aux États-Unis, par exemple, c'est la première cause, une des grandes premières causes pour la cécité. Aussi bien en Afrique. Bon, on le sait par exemple que, à part la vision, ça peut détruire votre rein. Alors, quand le rein est détruit, on peut développer une insuffisance rénale au stade terminal
ces problèmes de dialyse. Imaginez-vous dans des pays en voie de développement où les moyens sont difficiles. Alors, le traitement au dialyse, c'est quasiment impossible. Alors, dans ces cas, les gens sont condamnés à la mort. Et puis, le diabète est une des causes majeures des ACV, parce qu'on sait que parmi les complications majeures du diabète, le diabétique va mourir de l'accident vasculaire cérébral et des problèmes cardiaques. Ce sont les diabétiques jeunes. Mais à la longue, le diabétique va mourir de l'insuffisance rénale. Donc, on voit l'impact, elle est majeure, parce qu'aujourd'hui, si on vous ampute de votre jambe du diabète, la qualité de la vie, si vous perdez la vision, la qualité de la vie. Et puis demain, si vous développez un problème cardiaque ou un problème d'ACV, alors ça va poser les problèmes, d'où l'importance de ces diabètes qui peut impacter la vie. Ça, c'est du point de vue médical. Mais imaginez du point de vue économique. Quelqu'un qui était valide, il fait l'ACV. Ça fait partie des complications de diabète, il fait l'insuffisance cardiaque. Alors, le poids économique, c'est la nation. Raison pour laquelle l'OMS insiste que cette pathologie doit être comprise de tout le monde. Et puis surtout, comme nous allons le voir, il faut faire un dépistage précoce. Parce que nous avons remarqué, par exemple, ici en Occident, là où nous avons tous les moyens, en Amérique du Nord, en France, partout, 30 à 20% des personnes diabétiques, mais ne connaissent pas qu'ils sont diabétiques. Alors que c'est tôt, dans les dernières journées de diabète international pour l'Afrique, plus de 50% des diabétiques africains ne connaissent pas leur statut de diabète. Or, quand vous ne connaissez pas votre statut de diabète, vous ne prenez pas de dispositions, mais les complications continuent leur cours normal. C'est ainsi qu'on voit qu'en Afrique, quand quelqu'un développe le diabète, 5 années après, il est au stade de complications. Alors que les complications pour un diabète normalement suivi arrivent 20 à 30 ans après. Donc, on a tout intérêt à expliquer les gens, à enseigner le diabète et à tout le monde pour que, comme on va insister par l'après, pour que le dépistage soit précoce. Quand le dépistage est précoce, on va stabiliser le diabète et on va retarder les complications. Oui, nous avons compris que le diabète a un impact majeur sur la qualité de vie de la personne et le diagnostic doit être fait à temps pour éviter les complications du diabète. Mais ces diabètes-là, le commun des mortels ou bien tout le monde n'est pas du domaine, on aimerait savoir si le diabète est une maladie héréditaire. Comment ça se passe? Est-ce héréditaire ou bien ça, on l'acquiert comme ça? C'est quoi? C'est comment? Bon, comme je l'ai expliqué dans la définition du diabète, le point commun dans le diabète, c'est que vous avez le taux de sucre élevé dans le sang, et cela de façon chronique. Alors, il y a deux types de diabète essentiellement. Et il y a le diabète type 1 et le diabète type 2. Anciennement, on appelait diabète juvénile et le diabète de l'adulte, qui est le diabète type 2. Mais actuellement, c'est difficile de parler de diabète de jeunes ou diabète des adultes. Parce qu'on sait que quand un enfant il a 15 ans, il est obèse, il peut faire le diabète type 2. Donc, c'est un peu ça dans les types 1 et les types 2. Dans les types 1, malheureusement, il n'y a pas un rôle de l'hérédité là-bas. Parce que dans les types 1, comme je vous ai dit, vous ne faites rien. On ne peut pas le prévenir, mais c'est une maladie qui est arrivée. Parce que c'est une maladie qui est caractérisée par la destruction du pancréas. Ça peut être des maladies auto-immunes ou n'importe quelle maladie détruit vos pancréas et vous développez le diabète avec la symptôme du diabète qui vient avec tous les symptômes possibles, comme on va essayer de le voir. Mais dans le diabète type 2, là, c'est un problème de mode de vie. Mode de vie, c'est-à-dire problème de sédentarité, vous ne faites pas assez d'exercice, et les problèmes de poids. Plus vous augmentez en poids, les récepteurs en insuline n'ajustent pas, alors vous développez le diabète. À répondre à votre question, les rôles de l'hérédité, oui. Dans le diabète type 2, 30 à 40% des cas, on incrimine l'hérédité. Cela voudrait dire quand vous avez des parents qui sont diabétiques, des frères qui sont diabétiques, vous êtes susceptible de développer le diabète.
C'est à vous de prendre des dispositions pour que vous changiez votre mode de vie afin que vous ne développez pas le diabète ou tout simplement vous le retardez suffisamment. Donc, l'hérédité est grandement éliminée, le diabète type 2. Oui, je demanderai à tout le monde de fermer son micro parce que nous sommes en ligne. Merci, docteur. On a vu que le diabète de type 1, c'est un diabète qui n'est pas héréditaire, le diabète de type 2. Mais on parle aussi du diabète gestationnel. Quel est l'impact du diabète sur la femme enceinte? Est-ce que c'est classifié ou bien la femme enceinte ne fait pas de diabète? Votre micro est fermé, docteur. Bon, excusez-moi. Donc, on parle de diabète gestationnel parce que la femme enceinte, avec les hormones de la grossesse, ce sont des hormones qui sont diabétogènes, comme on dit. Donc, si c'est tout développer le diabète, mais ce n'est pas toutes les femmes qui développent le diabète. Mais néanmoins, pour toutes les femmes enceintes, les hormones augmentent entre deuxième trimestre, entre 24 et 28e semaine. Il est obligatoire de faire le diagnostic du diabète. Pourquoi on doit le faire? Parce que les conséquences sur l'enfant, les conséquences sur la mère peuvent être désastreuses. Raison pour laquelle on le fait. Donc, la grossesse est par définition diabétogène, mais tout le monde ne le fait pas. Pourquoi c'est important pendant la grossesse, entre 24 et 28e semaine, de diagnostiquer, de faire le dosage pour savoir si la femme a développé le diabète gestationnel, parce qu'on sait que quand on a développé le diabète gestationnel, on peut être suivi par les médecins et les nutritionnistes. Alors, quand la femme a le diabète gestationnel, l'enfant qui est dans le sein reçoit beaucoup de sucre. Alors, ce sont des enfants gros. Alors, quand un enfant gros, on appelle ça des colosses au pied d'argile. Ce sont des enfants, quand ils vont naître, ils font facilement des hypoglycémies. Et puis, quand ils vont naître, ils peuvent provoquer ce qu'on appelle, en jargon médical, disproportion fœto-maternelle. C'est-à-dire, les gros, il peut occasionner des césariennes, il peut faire des hypoglycémies, il peut faire des souffrances fœtales. Donc, ce sont des enfants qu'il faut suivre aussitôt qu'ils sont nés. Alors, et puis d'autre part, quand une femme a développé le diabète gestationnel, après la grossesse, le diabète disparaît dans la majorité des cas. Mais ce sont des femmes qui sont désormais à risque de développer le diabète. 50% de ces femmes-là, dans les 10 ans qui suivent, ils vont développer le diabète clinique. Raison pour laquelle ce sont des femmes qu'on doit suivre. Absolument. Merci, docteur. Donc, une femme qui développe un diabète gestationnel doit être suivie pour éviter les complications plus tard. Elle pourra redévelopper le diabète. On a parlé du diabète du type 1, du type 2, mais on aimerait savoir quels sont les facteurs de risque de ces diabètes. L'hérédité a été citée, mais y a-t-il d'autres facteurs de risque que nous devons savoir? Bon, comme on a mentionné, le diabète, c'est la maladie du temps moderne et la maladie de mode de vie. On a souligné le rôle de l'hérédité, mais on sait que certaines populations sont à risque, sont susceptibles de développer le diabète. Chez nous, en Amérique du Nord, nous avons la population autochtone, par exemple. Ils sont susceptibles, par leur hérédité, de développer le diabète. Il y a, par exemple, des Noirs. Des Noirs sont susceptibles de faire plus de diabète par rapport à la population caucasienne. Et puis, il y a certains états qui sont liés à l'augmentation du diabète. Par exemple, l'alcoolisme. L'alcoolisme, parce que vous êtes là à consommer beaucoup, et puis c'est les calories annexées. Les gens qui sont obèses, on a dit obèses ou excès pondéral, tout simplement. Ce sont des gens qui sont à risque de développer le diabète. Il y a les gens qui ne font pas de l'exercice. Donc, comme on le voit, le diabète, c'est une maladie de mode de vie. Vous êtes susceptible. Il y a par exemple les femmes qui font des ovaires polykystiques. Ce sont des femmes qui développent une résistance à l'insuline et ces femmes-là font facilement aussi le diabète. Donc, pour répondre à cette question, les facteurs de risque existent, mais c'est à vous,
à chaque personne d'essayer de juguler ces facteurs de risque. On peut être noir autochtone, mais si on a pris conscience à temps, on peut retarder son diabète ou quand on est diabétique, on va éviter les complications. On peut éviter les complications, mais comment se fait ce diagnostic du diabète? Bon, le diagnostic du diabète, là, je vais particulièrement insister. Parce qu'on a vu que chez nous, en Amérique du Nord, par exemple, il y a environ 20 à 30% de gens diabétiques, ils vivent avec la maladie et puis ils ne savent pas qu'ils sont malades. Pourquoi? Parce que dans le diabète type 1, les symptômes sont très bouillants. Hein? On va y revenir, vous n'avez pas encore posé cette question. Dans le diabète type 1, quelqu'un qui urine beaucoup, le diabète type 1, quelqu'un qui urine beaucoup. Diabète type 1, c'est quelqu'un qui urine beaucoup. C'est quelqu'un qui, étant donné qu'il urine beaucoup, il perd de l'eau. Quand il urine beaucoup, vous perdez de l'eau naturellement. Alors, vous provoquez une certaine perte d'eau, de la déshydratation. Vous aurez soif, vous allez beaucoup boire. Et puis, comme vous allez beaucoup boire, d'autres personnes, avec cela, quand vous perdez de l'eau, vous perdez aussi du sucre. Vous serez fatigué, vous allez perdre le poids. Là, c'est le diabète qui est très bouillant. Alors, dans le diabète type 2, tant que vous n'avez pas dépassé un seuil rénal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il y a beaucoup de sucre, l'organisme ne veut pas perdre le carburant qui s'appelle le sucre. L'organisme s'arrange à réabsorber les sucres qui passent pour être perdus au travers les reins. Alors, ce sont des gens, l'organisme s'accommode à réabsorber les sucres, ils sont diabétiques. C'est ainsi qu'ils se promènent sans symptômes. Comme ils n'ont pas de symptômes, alors longtemps, on ne fera pas le diagnostic. Vous comprenez? Alors, maintenant, raison pour laquelle il est impérieux. Dans les guidelines actuels, on peut faire le diabète chez tout le monde qui présente les symptômes, à n'importe quel âge. Mais de façon générale, quand on a atteint 40 ans, à la population générale, on demande à partir de 40 ans, dans les check-up annuels, de le faire au moins chaque 2 à 3 ans, de faire au moins le diagnostic de diabète. Chaque 2 à 3 ans, à tout le monde d'aller voir son médecin. Ça, c'est le grand message du jour. Parce qu'on sait qu'ici, 30% des gens vont être diabétiques, mais ne le savent pas. En Afrique, par exemple, plus de 50% des personnes ne savent pas leur statut de diabète. Raison pour laquelle il est impérieux à partir de 40 ans, chaque année ou chaque 2 ans, d'aller voir le médecin et demander des prises de sang pour le diabète. Et les prises de sang à partir de 40 ans, ça ne sera pas seulement le diabète de façon isolée, mais il faut faire des prises de sang générales. Générales, parce que comme on l'a dit, le diabète ne va pas vous tuer seul. Il va vous tuer avec des problèmes cardiaques, avec les problèmes de l'ACV. Raison pour laquelle on doit rechercher si les reins fonctionnent bien, les taux de cholestérol fonctionnent bien et la thyroïde fonctionne très bien. Donc, il est impérieux à partir de 40 ans de voir son médecin et on fait les taux on recherche le diabète chaque année pour des gens qui sont obèses à risque, dépendamment d'un patient à un autre, mais on recommande chaque 2 à 3 ans, il faut rechercher le diabète. Docteur, vous avez parlé du diagnostic du diabète et que la personne devrait, normalement toute personne devrait se faire diagnostiquer ou bien consulter son médecin tous les 2 à 3 ans pour savoir s'il fait un diabète. Mais lors de ces consultations, en tant que médecin, on parle de l'hémoglobine glycosylée. Quelle est la place de cette hémoglobine glycosylée? Parce que les personnes aimeraient quand même savoir. Vous allez en consultation, vous êtes diabétique, faut-il demander qu'on vous fasse, qu'on puisse tester votre taux, qu'on puisse checker l'hémoglobine glycosylée? Et vous pouvez aussi expliquer c'est quoi l'hémoglobine glycosylée, qu'est-ce qu'on recherche en faisant cet examen-là?
Oui, nous avons un public large. Quand on donne des cours aux médecins ou aux étudiants en médecine, les objectifs sont différents. Mais ici, on s'adresse à un public large. De façon générale, le diagnostic du diabète se fait par le dosage de la glycémie à jeun. Glycémie à jeun le matin, on fait les tests. Et si le test il est supérieur à 7 millimoles ou à 1,26 mg par décilitre, c'est l'un des points où vous êtes diabétique. Mais je voudrais insister sur l'hémoglobine glycosylée. L'hémoglobine glycosylée est devenue actuellement un outil très important dans le diagnostic du diabète. Non seulement un outil pour diagnostiquer le diabète, mais pour faire les suivis du diabète et puis pour prévenir aussi le diabète. C'est-à-dire l'hémoglobine glycosylée est le réservoir du diabétique. On appelle ça aussi la boîte noire du diabétique. C'est-à-dire l'hémoglobine glyquée, c'est les tests actuellement les plus spécifiques et les plus sensibles vis-à-vis du diabète. C'est ainsi que nous demandons à tout le monde, quand vous allez voir votre médecin, demandez votre hémoglobine glycosylée. Parce que l'hémoglobine glycosylée nous donne le résumé des 3 derniers mois. Alors que la glycémie à jeun, c'est ce jour-là. OK? Si quelqu'un a mangé beaucoup la veille, il peut avoir des taux de sucre légèrement élevés. Tandis que l'hémoglobine glyquée, c'est le test le plus sensible et le plus spécifique. Alors, quand vous avez l'hémoglobine glycosylée supérieure à 7%, vous êtes diabétique. Il y a même les Américains à côté qui ont réduit à 6,5. 6,5%, vous êtes diabétique. Mais quand vous avez des valeurs allant de 5,6 à 6,9, vous avez un état de prédiabète, alors vous devez désormais vous surveiller. Et puis, quand on suit le suivi des diabétiques, le vrai diabète, vous devez demander à votre médecin à tous les 3 mois de vous faire l'hémoglobine glycosylée. Avec cela, vous allez suivre votre diabète et vous allez connaître dans quelle direction vous avancez. Donc là, c'est très important. Le message du jour est que partout, au travers le monde, dans nos patients, demandez à votre médecin, docteur, j'ai entendu parler de l'hémoglobine glycosylée, qui est devenu actuellement l'outil le plus sensible et le plus spécifique, non seulement pour faire le diagnostic du diabète, mais pour le suivi du diabète. Et puis ça vous donne un peu l'idée sur les complications. Plus vous vivez avec l'hémoglobine glycosylée trop élevée, plus on peut se dire que les complications vont arriver un peu plus rapidement. Merci. Avant que je ne continue, Anifa, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On pourrait déjà prendre. Non, pour le moment, je n'en ai pas. On peut continuer. Docteur, nous avons parlé de facteurs de risque, nous avons parlé du diagnostic, mais il y a un point important que nous n'avons pas abordé. La symptomatologie, comment se manifeste le diabète? Une personne qui est à la maison, qu'est-ce qui peut l'alarmer pour savoir que je commence un diabète? Ici, je voudrais qu'on puisse parler de la symptomatologie générale et puis des particularités. Pour parler de la symptomatologie générale, on revient sur le diabète en soi. Le diabète, nous l'avons défini comme le taux de sucre élevé dans le sang de façon chronique. Alors, quand vous avez le taux de sucre élevé dans le sang, l'organisme va chercher à récupérer ce taux de sucre en le réabsorbant au niveau des reins. Mais quand le taux est au-delà de 180 millimoles, autour de 180 mg, autour de 11 millimoles, l'organisme commence à se débarrasser de ce beau carburant qui est le sucre. Alors, ce beau carburant dans le sucre ne sort pas, comme les cristaux appellent de l'eau, et vous devez beaucoup uriner. Ce sont des gens qui vont beaucoup uriner. Alors, quand vous urinez beaucoup, pour ne pas être déshydraté, le mécanisme de défense fait que vous devez aussi boire. Ce sont des gens qui urinent beaucoup et ce sont des gens qui boivent beaucoup. Alors, quand vous perdez le sucre, c'est une source d'énergie dans le corps, vous serez fatigué. Et puis, il ne faut pas oublier, le diabétique, il a beaucoup de sucre, mais dans ses cellules, il est en carence de sucre.
Comme conséquence, l'organisme va aller détruire les graisses pour produire le sucre. Alors, il va se ramasser avec des mal de tête, avec des pertes de poids. Et puis, ce sont des gens qui ont une susceptibilité à faire des infections. On va voir les femmes, beaucoup d'infections urinaires, des infections vaginales. Donc, bref, ce sont des gens, de façon générale, quand on fait de la forme sévère, on urine beaucoup, on boit beaucoup, on mange beaucoup, on perd le poids, on est fatigué. Ce sont les symptômes les plus bouillants. Mais d'autres, par contre, n'ont pas de symptômes parce qu'ils vivent entre 120 mg à 200. Son organisme s'arrange à récupérer, il n'a pas de symptômes. Raison pour laquelle, surtout dans le type 2, il est impérieux qu'on puisse faire des diagnostics et puis attendre. Et puis, chez les gens, par exemple, beaucoup, je l'ai vu en Afrique beaucoup, ils ont le diabète inaugural. Parce que ce sont des gens qui ne font pas le check-up, le diagnostic n'est pas posé. Un jour, ils vous ramassent à l'hôpital avec un état de somnolence jusqu'au coma, jusqu'à la mort aussi. Parce que les cycles sont trop élevés. Alors, il y a un état d'acidité qui est créé et puis les gens qu'on ramasse à l'hôpital dans un état de coma. Donc, pour résumer, dans le type 1, vous avez tous les symptômes que je viens de vous dire. Dans le type 2, c'est moins bouillant. Mais quand on a les symptômes, on a ces symptômes-là qui peuvent, dépendamment de sévérité, vous uriner. Ce sont des gens qui vont revenir soit déshydratés, perte de poids, ainsi de suite. Avec tout ça, cela est expliqué clairement par l'augmentation des taux de sucre dans le sang qui explique tous les symptômes et cette même augmentation de sucre va expliquer toutes les complications, comme on va le parler tantôt. Je vois qu'il y a quand même des questions dans les chats. Avant que je ne prenne les questions qui sont dans les chats, j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler du traitement. On a parlé des symptômes, mais c'est quoi les traitements? Y a-t-il un traitement de choix pour le diabète? Bon, dans le traitement, du point de vue sémantique, je vais insister, chaque diabétique est un cas particulier. Le médecin doit parler, recevoir son patient et examiner le patient et se dire dans quelle catégorie on met. Mais de façon de l'enseignement, dans le diabète type 1, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas d'autre traitement actuellement, c'est l'insuline. Parce que votre corps ne produit pas de l'insuline, on vous donne l'insuline. Et il y a plusieurs types d'insuline, les insulines rapides, les insulines au retard. Alors là, ce sont des choses que les médecins dans les bureaux, ils vont vous l'expliquer et vous soigner. Mais rassurez-vous, quand vous êtes bien soigné, vous allez vivre normalement et puis on va retarder les complications. Mais dans le diabète type 2, tenant compte du mécanisme que je vous ai expliqué, c'est-à-dire vous produisez de l'insuline, soit en petite quantité, et vous faites le diabète, soit vous produisez votre insuline face à des facteurs tels que l'augmentation du poids, l'obésité ou certains manques de l'exercice, la sédentarité, l'insuline n'agit pas. Alors, dans ce cas, la science a inventé les diabétiques oraux. Et ça, j'insiste bien, parce que vous avez remarqué 90% des gens, ce sont des diabétiques type 2. Alors, logiquement, ce n'est que dans 10% des cas où l'insuline est obligatoire d'emblée. Mais dans 90% des cas, ce sont des diabétiques oraux. Et puis, on ne les commence pas directement. Quand quelqu'un nouvellement diagnostiqué diabète, on voit les taux de l'hémoglobine glycosylée. Je vous ai expliqué, pour qu'on te dise diabète, tu es supérieur à 6,5, supérieur à 7. Mais quand on te diagnostique aujourd'hui diabète, raison pour laquelle dans l'avenir, même dans nos pays, il faudra créer des équipes d'enseignement de diabète. Première chose, on doit vous inviter, vous devez voir votre médecin, il doit vous enseigner le diabète c'est quoi, comment vivre avec le diabète. Alors, quand on est diagnostiqué nouvellement, les traitements, on ne recourt pas aux médicaments directement parce que vous avez l'hémoglobine glyquée supérieure à 7. Les guidelines actuels
quand il est supérieur à 7 mais inférieur à 8,5, on va vous conseiller d'abord l'exercice physique et puis le régime alimentaire. Donc, rien que l'exercice physique et le régime alimentaire, vous pouvez stabiliser votre diabète de type 2. Mais quand l'hémoglobine glycosylée a atteint 8,5, alors il faut qu'on puisse aider le corps avec des médicaments. Et les médicaments, il y a plusieurs classes de médicaments par la bouche. On peut donner, et puis il y en a plusieurs. On peut associer un médicament, 2 médicaments, 3 médicaments, voire même 4 médicaments. Mais si on arrive à ne pas toujours vous stabiliser, le médecin va vous discuter avec vous les meilleurs choix. Parfois, on recourt même à l'insuline face au diabète type 2 quand on n'arrive pas à les stabiliser. Donc, dans ce cas, c'est le travail des médecins. Donc, la leçon qu'on va retenir ici est que 90% des diabètes sont le diabète type 2 et le traitement d'emblée, ce n'est pas l'insuline. Le traitement d'emblée, c'est les médicaments par la bouche et il y en a plusieurs types. Mais la discussion avec son médecin sur l'insuline qu'on peut donner à tous les stades de maladie, c'est d'un cas à un autre, tenant compte des autres maladies. Parce que le diabète ne vient pas seul, il vient généralement avec l'hypertension, des maladies rénales, certaines sont des maladies cardiaques. Alors, le médecin va voir quelle est la molécule qui est le plus indiquée concernant votre cas. Ok, merci docteur. Il y a quand même quelques questions dans les chats. Je vais commencer par la question de Georges. Georges demande si on peut guérir de cette maladie. Vous avez quand même donné un élément de réponse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai quelque chose à ajouter. Le diabète est une maladie malheureusement chronique. Quand vous êtes diagnostiqué diabète, même si vous le stabilisez, vous restez diabétique. Mais il faut parler, le diabète est type 2. Quelqu'un qui a développé le diabète parce qu'il est obèse. Actuellement, la chirurgie a aidé la médecine avec la chirurgie bariatrique. Moi, j'ai des patients, il était à 250 kilos, on lui fait la chirurgie bariatrique, il perd 100 kilos. Alors, cette personne-là, l'élément qui lui faisait de lui le diabète a disparu. Son insuline commence à bien agir. Ce sont des gens qui équilibrent leur diabète. On parle de la rémission, voire même de la guérison. Voire même de la guérison parce qu'on a supprimé l'élément. Mais, en réalité, le diabète, c'est une maladie chronique. On va les rester à vie quand bien même on peut les stabiliser. J'ai aussi déjà soigné des gens qu'on a donné de mauvais traitements, beaucoup de médicaments, mais quand je l'ai examiné comme ça, alors, j'ai cessé tous ces médicaments, je lui ai remis sous régime en faisant des suivis réguliers aux 3 mois. Ce sont des gens qui sont en rémission pendant longtemps. Ok, docteur, vous avez parlé d'un terme médical. Oui, la chirurgie bariatrique, donc c'est en fait une chirurgie qui se fait au niveau de l'estomac. On réduit la taille pour pouvoir éviter que la personne puisse continuer à être obèse. En grosso modo, c'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et y a-t-il une différence entre les taux de... Il y a une question, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par le taux de globé chez la population caucasienne et la population noire. Non, le diabète est une maladie universelle. Cette question m'a été posée lors de l'enseignement en Afrique. Le diabète est une maladie universelle. Le diagnostic est le même aussi bien chez les Noirs que chez les Blancs. Quand on a un taux supérieur à 7, vous êtes diabétique, que ce soit les Noirs ou les Blancs. On a des susceptibilités, mais chez les Noirs ou chez les Blancs, quand vous avez l'hémoglobine glycosylée supérieure à 7, vous êtes diabétique. Il y a une autre question que je prends dans les chats toujours. Quels sont les éléments clés de la gestion du diabète? Bon, les éléments clés de la gestion du diabète, c'est d'abord le diagnostic. Le diagnostic doit être précoce chez tout le monde. Quand quelqu'un développe la symptomatologie bouillante, comme je vous ai expliqué,
il va à l'hôpital, on lui fait le diagnostic du diabète. Bon, chez les gens qui n'ont pas de symptômes, mais il faut voir votre médecin de famille. C'est la grande leçon du jour. À partir de 40 ans, du moins une fois par an, allez faire vos prises de sang. Si dans ces prises de sang, l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7, alors vous êtes diabétique. Comme je vous ai dit, quand vous êtes diabétique, le traitement ne consiste pas directement à vous mettre sur des médicaments. Le traitement, on doit vous enseigner le diabète. Raison pour laquelle de bonnes équipes de diabète ici chez nous doivent comprendre normalement un coach en exercice. On doit vous aider à faire des exercices. Un coach en nutrition. On doit vous apprendre à bien manger. Et puis, une infirmière qui doit vous apprendre comment piquer, comment prendre avec l'appareil qui mesure le taux de diabète, comment l'utiliser. Et puis, éventuellement, votre médecin de famille qui doit vous aider, ainsi que votre pharmacien. Hein? Et puis, c'est ça l'équipe. Donc, c'est ça. Donc, en faisant le diagnostic précoce, en allant voir votre médecin, du moins une fois l'année, à partir de 40 ans. Et puis, le médecin doit faire des prises de sang. Comme je vous ai expliqué, l'hémoglobine glycosylée, c'est le moyen le plus sensible et le plus spécifique. Quand vous connaissez votre hémoglobine glycosylée, vous commencez à vous suivre. Hein? Et puis, le médecin doit vous expliquer le jour que vous allez atteindre 8,5, je vais commencer les médicaments. Quand vous avez telle valeur, c'est le régime d'éducation physique. Quand vous le faites, alors comme ça, vous allez prévenir votre diabète. Le diagnostic est fait, vous le stabilisez et puis vous allez repousser les complications, on ne peut plus loin. Merci. Nous retenons les diagnostics précoces, les lifestyle modifications, les changements du style de vie, c'est important. Et il y a aussi une autre question qui est posée. Existe-t-il des recherches qui sont faites pour trouver un médicament qui guérit le diabète, bien qu'il soit chronique? Bon, il y a actuellement dans les journées des congrès sur le diabète, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Il y a par exemple les cellules souches, parce qu'on sait que les cellules du pancréas sont détruites. Alors la science commence à penser aux cellules souches pour aller remplacer les cellules pancréatiques. Mais ce sont des choses, on se donne encore 5-10 ans. Ce sont des choses les recherches sont suffisamment avancées. Il y a aussi des greffes de pancréas qui existent. Les greffes de pancréas qui existent. La personne qui est décédée, on te greffe le pancréas, mais avec les inconvénients qu'on va vous donner des médicaments, vous ne rejetez pas à cela. Mais ce sont des choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a même de nouvelles molécules qui sont sur le marché les 5 dernières années, qui donnent de très bons résultats. Alors là, vos médecins pourront rentrer dans le détail avec cela. Merci, docteur. Donc, il y a une lueur d'espoir dans l'avenir sur le traitement. Il y a une autre question. Bon, il y a quand même beaucoup de questions. Certaines qui ne seront pas posées, on vous enverra ça. Est-ce que manger le sucre, ça déclenche le diabète? Trop de sucre? Bon, c'est une question importante. On ne va pas demander aux gens de ne pas manger le sucre. Parce que le sucre existe dans tout ce que nous mangeons. Mais on demande aux gens de la modération. Parce que si vous avez vos reins corrects, le pancréas correct, vous mangez vos sucres, bon, c'est une source d'énergie importante. L'organisme va s'arranger à les stocker ou à les détruire pour vous produire de l'énergie. Mais néanmoins, si vous êtes diabétique, vous devez un peu baisser des ardeurs parce que vous savez que pour vous en particulier, votre pancréas n'est plus assez d'insuline. Et si vous mangez beaucoup, vous ne saurez pas les mettre en réserve, ni les cataboliser, les détruire normalement. Donc, on doit faire un peu, diminuer les sucre. D'ailleurs, tout le monde le sait. C'est pour tout le monde. Et puis, je voulais revenir un peu à ça, c'est-à-dire toutes les complications du diabète, surtout le cas de sucre dans le sang. Toutes les complications du diabète. Parce que quand vous avez les taux de sucre élevés dans le sang et que vous n'arrivez pas à les mettre à l'endroit utile, ces sucres peuvent s'assembler avec une protéine et puis aller se fixer sur le vaisseau sanguin, va commencer à boucher et puis à boucher le vaisseau sanguin.
Et puis, il va appeler même des réactions inflammatoires. C'est ce qui se passe au niveau des yeux. Des réactions inflammatoires au niveau des reins, détruire votre rein. Et puis, au niveau des gros vaisseaux de la tête, pour provoquer des ACV. Au niveau des gros vaisseaux du cœur, pour provoquer des maladies cardiaques. Donc, c'est là. Donc, le cycle, on doit l'utiliser avec beaucoup de modération, quand bien même nous aimons le cycle, et c'est notre principal carburant de l'organisme. Excusez-moi, j'étais en train de parler en sourdine. Je disais, je prendrai quand même deux dernières questions. Est-ce que le miel peut-il remplacer le sucre quand on est diabétique? Et il y a une autre question. Y a-t-il une différence ou bien l'hypoglycémie est-elle aussi dangereuse que l'hyperglycémie? Bon, je vais commencer par la deuxième question, l'hypoglycémie. Si elle est aussi dangereuse que l'hyperglycémie. Bon, l'hypoglycémie, c'est ce que les médecins redoutent le plus. L'hypoglycémie, c'est-à-dire les taux de sucre chutent. Quand les taux de sucre chutent, généralement, vous avez pris beaucoup d'insuline ou vous avez pris beaucoup de médicaments ou vous ne mangez pas. OK? Un diabétique qui ne mange pas, mais il prend son insuline, il drop son taux de... Nous n'aimons pas ça. La médecine n'aime pas ça parce que l'hypoglycémie tue facilement par rapport à l'hyperglycémie. Le diabétique est habitué à vivre avec des taux de sucre élevés. Mais quand vous baissez son taux de sucre drastiquement vers l'hypoglycémie comme conséquence, il peut souffrir vite. Il a des mal de tête, il tremble, ainsi de suite, et puis il peut rentrer dans le coma assez facilement. Raison pour laquelle la médecine actuellement, surtout pour des catégories de gens qui sont un peu plus faibles, les personnes âgées, tout ça, nous, quand on les soigne, on veille à ce que le taux de sucre soit légèrement supérieur dans le sang, entre 7 à 9, plutôt qu'avoir des taux de sucre entre 3 à 4, qui est de l'hypoglycémie. Vous aurez mal de tête, vision floue, ainsi de suite. Et puis pour les personnes âgées, ça peut faciliter les chutes. Et puis à la longue, si vous vivez avec des taux de sucre qui sont trop basses, il y a des troubles de mémoire qui peuvent s'y installer. Donc, l'hypoglycémie est très réduite. Alors, ce sont des enseignements que nous donnons aux diabétiques. Comment reconnaître l'hypoglycémie et agir très vite pour le corriger. Heureusement, on peut le corriger rapidement en avalant du sucre ou du jus ou de jus d'orange. Alors, l'hypoglycémie, comme je vous ai dit, c'est plus dangereuse que l'hyperglycémie. L'hyperglycémie devient dangereuse quand c'est trop élevé, ça donne beaucoup de radicaux acides dans le sang, ça donne l'état qu'on appelle acidocétose, et puis vous allez aller progressivement vers le coma. Alors, dans ce cas, votre place, ce n'est pas à la maison, ce n'est pas dans mon cabinet, mais c'est à l'hôpital où nous devons prendre en charge de vous. Heureusement, nous avons des guidelines ici en Amérique du Nord. On ne perd pas de patients avec l'hyperglycémie. Nous avons des guidelines, on sait comment intervenir. Mais dans nos pays, en Afrique, ça pose problème parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel ni de médicaments. Alors, on arrive facilement à perdre nos patients. Mais en général, l'hyperglycémie, on les soigne assez facilement. La deuxième question, c'était quoi? Le miel. Peut-on remplacer le sucre par le miel? Nous avons les sucres de régime. Ce sont des sucres qui sont différents des glucoses. C'est-à-dire, ils sont les fructoses en général. Et les fructoses dans le sang, ils doivent se transformer en glucose. Donc, il y a une étape de plus. Je pense que ce sucre-là, pour les diabétiques, c'est mieux par rapport au glucose normal. Ok, merci, docteur. Il y avait une autre dernière question. Pas du public. Qui soigne le diabète? La question, c'est oui, qui soigne le diabète? Est-ce le médecin seul qui soigne le diabète ou bien il y a d'autres personnes qui peuvent soigner? Bon, je vais vous dire une chose. Le diabète, il faut prendre le patient dans sa globalité. Dans sa globalité, savoir ses problèmes. Il peut avoir le diabète, mais généralement, les patients diabétiques, ils ont d'autres problèmes.
Hein, il est diabétique, il a des problèmes de haute pression, il est obèse, il fume, il a des problèmes cardiaques, il a des problèmes rénaux. Alors, c'est une équipe. Une bonne équipe de diabète doit comprendre un coach en exercice, un coach pour le régime alimentaire, donc nutritionniste, une infirmière qui est la base, une infirmière qui doit rester. Moi, dans ma clinique, mes infirmières m'aident énormément parce que je fais le diagnostic, j'envoie les patients auprès de mon infirmière et ils doivent expliquer, prendre plus de temps, expliquer à mes patients le diabète, c'est quoi, comment c'est piqué et le traitement a démarré. Et puis éventuellement, votre médecin de famille. Et puis les pharmaciens. Ce sont des gens qui constituent les coachs pour aider le diabète. Et éventuellement, quand nous sommes dépassés, on fait appel à l'endocrinologiste. Donc, pour résumer, c'est une équipe qui va vous accompagner, mais à la base de cette équipe, il y a votre médecin de famille. Merci, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui est en action pour traiter le diabète. Nous sommes presque à la fin de notre conférence. Vous avez parlé du diabète et nous avons pris toutes les questions qui étaient dans le chat. Que pouvez-vous nous donner comme résumé? Qu'est-ce que nous pouvons retenir du diabète? Bon, qu'est-ce qu'on va retenir du diabète? Le diabète est une maladie importante, une pandémie, une épidémie universelle. Le diabète peut vous amputer de nombre d'années de vie, mais il y a une lueur d'espérance. Le diabète peut compliquer, peut être la cause majeure dans les ACV, dans les maladies cardiaques, dans les maladies rénales, dans les infections généralisées, avec comme conséquence la qualité de vie qui devient basse. Quand vous perdez la vision, ça pose un problème. Quand vous êtes amputé, ça pose un problème. Et du point de vue économique, le diabète pèse beaucoup sur les économies. Mais heureusement, c'est une maladie qui peut être prise en charge. Raison pour laquelle nous insistons à ce que le diagnostic soit précoce. Un diagnostic qui est précoce permet à ce que le diabète soit compris, stabilisé, retarder les complications. Et une prise en charge du diabète doit être globale. C'est-à-dire, quand le médecin vous reçoit, il doit rechercher les autres facteurs de risque, notamment la haute pression, les problèmes de cholestérol, et puis il doit savoir l'état de vos reins, et puis on doit vous enseigner le diabète. Donc, je pense que désormais, pour toute personne, à partir de 40 ans, vous n'êtes pas diabétique, allez voir votre médecin au moins une fois chaque année ou tous les 2 ans, faire votre bilan général en demandant à votre médecin de vous faire l'hémoglobine glycosylée qui est devenu non seulement un outil de diagnostic, mais un outil de suivi des patients diabétiques. Bon, quand vous êtes diabétique, il ne faut pas fuir votre infirmier, votre pharmacien et votre médecin. Parce que de l'éducation, de changement de mode de vie, l'exercice physique, et puis bien manger, vous pouvez retarder les complications. Quand vous êtes au stade de médicaments, et puis la compliance à vos médicaments. Et puis naturellement, nous sommes à l'ère où l'OMS aide beaucoup, surtout dans les pays en voie de développement, pour qu'on puisse mettre en place des équipes de diabète, des diagnostics de diabète et des suivis. En faisant comme ça, nous allons avoir des diagnostics précoces, stabiliser nos diabètes et puis retarder nos complications. Mais quant au diabète de forme sévère, c'est-à-dire vous arrivez en coma diabétique avec toutes les complications, là, c'est le rôle des médecins, des équipes soignantes, des enseignants, pour que nous préparions dans les hôpitaux, nous les médecins, pour faire des diagnostics et puis de bonnes prises en charge. Si nous faisons comme ça, nous allons lutter contre cette pandémie qui, rappelons-le, dans quelques années, nous sommes déjà 500 millions de personnes atteintes de diabète.
En Afrique, dans quelques années, ça sera plus de 50 millions, avec toutes les conséquences. Mais si nous faisons des diagnostics annuels chez tout le monde, alors nous allons diagnostiquer le diabète à temps, la prise en charge sera précoce, nous allons retarder les complications et puis nous allons vivre normalement. Ok, merci beaucoup, docteur. Je suis en train juste de lire un commentaire dans le chat. Il y a une personne qui dit que ces questions n'ont pas été posées. Il y a une question où elle demandait si, que dire des Africains qui semblent guérir le diabète. Je pense qu'elle fait allusion aux médicaments traditionnels. La question, les médicaments qui sont... Que dire des Africains qui semblent guérir le diabète? Qui semblent guérir le diabète. Bon, éventuellement, moi, je fais la médecine moderne. Je fais la médecine moderne et puis je n'ai pas fait de recherche pour la médecine traditionnelle africaine. Je trouve qu'il y a des molécules. Moi, je ne saurais pas les faire. Mais néanmoins, ce qui est universel est que le régime alimentaire. Et puis, ça donne de bons résultats. Ok, merci beaucoup. Maman de recueil, je crois que votre question a été répondue. Donc, docteur, vous nous avez donné votre mot de la fin, c'est que nous pouvons arrêter sur le diabète. Merci beaucoup pour ces variantes exposées. Et nous retenons que le diabète, donc il faudrait faire attention, être à l'alerte pour savoir quels sont les symptômes. Quand vous les savez, vous devez consulter votre médecin. Et si vous êtes diabétique, tous les 2 à 3 ans, même ceux qui sont dans une famille des cas de diabète peuvent aller se faire consulter et un diabétique doit demander à son médecin de checker son hémoglobine glycosylée tous les 3 mois, après chaque 3 mois, parce que c'est en fait ça qui donne une image de son diabète, comment ça évolue, et non la glycémie qui est comme ça nous donne une image ponctuelle. Mais c'est très important de demander au médecin de checker votre hémoglobine glycosylée. Si n'y a plus de questions et vous nous avez donné le mot de la fin, je vais demander à Nifa de clôturer pour nous. Bien, donc merci beaucoup. Donc, je vois que maintenant, on va pouvoir conclure avec la conférence. Mais avant de conclure, d'abord, je voudrais m'excuser pour les incidents qu'on a eus pendant la conférence. Apparemment, il y a eu des... Il y a eu des je sais pas comment les qualifier, des hackers peut-être qui ont essayé de perturber la conférence. Heureusement, on a pu essayer de le maîtriser. Donc, vraiment désolé pour cet inconvénient. Je pense que la discussion d'aujourd'hui a néanmoins été très intéressante et j'espère que nous en sortons tous et toutes avec des nouvelles connaissances sur le diabète. Merci beaucoup à Dr Ngola pour nous avoir amené toutes ces informations qui sont très essentielles pour chacun de nous et aussi merci à tout le monde, merci à toutes et à tous d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. On vous souhaite une excellente fin de soirée. S'il y a des questions quelconques, on sera content de les transmettre à Dr Ngola. Pouvez nous les envoyer. D'ailleurs, je crois que je vais mettre notre courriel ici. Comme ça, s'il y a des questions, elles peuvent toujours être nous être envoyées par courriel et puis on pourra les transmettre au Dr Ngola. Merci beaucoup encore une fois à tous et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.